Mais 1940, la France vivait ses jours les plus noirs. Les armées allemandes entraient dans le pays comme un couteau dans du beurre. Partout, les soldats français reculaient. Les routes étaient remplies de familles qui fuyaient vers le sud. Les enfants pleuraient, les mères portaient des valises trop lourdes, les vieux marchaient lentement sans comprendre ce qui arrivait à leur pays. À Paris, le gouvernement ne savait plus quoi faire. Les ministres se disputaient dans les bureaux. Certains voulaient continuer à se battre, d'autres voulaient demander la paix. Personne n'avait de vraies réponses. La France avait fait une grande erreur pendant les années 30. Elle n'avait pas construit assez d'avions de guerre entre 1938 et 1940. Les usines françaises avaient dû fabriquer seulement 3163 avions de combat. L'Allemagne en avait construit 8295. C'était presque 3 fois plus. Les ouvriers français travaillaient dur, mais c'était trop tard. L'argent manquait, les machines s'étaient vieilles, les moteurs n'étaient pas assez puissants. Dans le ciel, les pilotes allemands de la Luftwaffe volaient avec confiance. Ils portaient leurs uniformes gris avec fierté. Leur Messerschmitt Bf 109 était des machines magnifiques. Le moteur Daimler-Benz faisait un bruit fort et rassurant. 1175 chevaux de puissance. Les pilotes touchaient les commandes avec des mains sûres. Ils avaient déjà gagné en Pologne, ils avaient gagné en Norvège. Maintenant, ils allaient en gagner en France. Le matin, dans les bases allemandes, près de la frontière, les pilotes buvaient du café chaud. Ils fumaient des cigarettes. Ils regardaient les cartes sur les murs. Un capitaine pointait du doigt les positions françaises. Il parlait des avions ennemis. Quand il prononçait le nom Dewoitine D520, les jeunes pilotes riaient. Ils se moquaient. Un chasseur français, c'était une blague. Les avions français étaient lents. Ils étaient faibles. Leur moteur hispano-suiza ne faisait que 910 chevaux. C'était presque 300 chevaux de moins que le Bf 109. Comment pouvait-il espérer gagner ? Les statistiques donnaient raison aux Allemands. En 2 semaines seulement, la Luftwaffe avait détruit 285 avions français. Les pilotes allemands comptèrent leurs victoires comme des enfants comptent des bonbons. Certains avaient déjà abattu 5 avions, 10 avions. Ils mettaient des petites croix blanches sur le côté de leur cockpit. Chaque croix représentait un ennemi mort. Ils étaient fiers, ils se sentaient invincibles. Mais quelque chose allait changer. Le 13 mai 1940, une journée qui allait rester dans l'histoire. Ce matin-là, le ciel au-dessus de Sedan était bleu et clair. Pas un nuage, une journée parfaite pour voler, une journée parfaite pour tuer. Les bombardiers allemands attaquèrent la ville. Ils lâchèrent leurs bombes sur les ponts, sur les routes, sur tout ce qui bougeait. Le bruit des explosions montait vers le ciel. La fumée noire remplissait l'air. Les habitants couraient dans les rues. Ils cherchaient un endroit pour se cacher. Depuis une base française à quelques kilomètres, des pilotes couraient vers leurs avions. Ils portaient leurs parachutes sur le dos. Leurs bottes faisaient du bruit sur le béton. Ces hommes appartenaient au groupe de chasse I-3. Ils étaient jeunes. Certains avaient seulement 20 ans. Leurs mains tremblaient un peu, mais pas de peur. C'était l'adrénaline. C'était l'excitation du combat. Devant eux, alignés sur la piste, se trouvaient leurs Dewoitine D520. Des avions tout neufs, peints en gris et vert. Ils brillaient sous le soleil du matin. Un jeune sous-lieutenant grimpait dans son cockpit. Il s'appelait Pierre Le Glohan. Son avion portait le numéro 277 peint sur le côté. Il attachait ses sangles. Il vérifiait ses instruments. Tout fonctionnait. Le moteur toussait puis rugissait. Les autres pilotes faisaient pareil. Un par un, les D-121 décollaient. Ils montaient vers le ciel bleu. Ils formaient une ligne parfaite. Direction Sedan. À 4500 mètres d'altitude, l'air était froid. Le soleil brillait fort. En bas, la France ressemblait à une carte postale. Les champs verts, les forêts sombres, les rivières qui brillaient comme des rubans argentés. Mais devant eux, ils voyaient la fumée noire de Sedan. Ils voyaient les petits points noirs des bombardiers allemands. Et autour des bombardiers, comme des guêpes protégeant leur nid, volaient les Messerschmitt Bf 109, les chasseurs ennemis, les machines qui étaient censées être supérieures. Les pilotes allemands virent arriver les Dewoitine. Par radio, ils se parlaient, leur chef donnait des ordres. Pas d'inquiétude dans sa voix, juste de la routine. Encore des Français à abattre, encore des croix blanches à peindre. Ils tournèrent leurs avions vers les chasseurs français. Ils accéléraient, leurs doigts se posaient sur les boutons de tir. Dans quelques secondes, ce serait fini. Dans quelques secondes, ces pilotes français tombèrent du ciel comme des pierres. Mais Pierre Le Glohan ne tremblait pas. Ses mains tenaient fermement le manche. Il regardait approcher le premier Messerschmitt. Plus près, encore plus près. Il pouvait voir les croix noires sur les ailes allemandes. Il pouvait presque voir le visage du pilote ennemi. Et maintenant, il allait montrer à ce pilote allemand quelque chose qu'il ne connaissait pas encore. Il allait lui montrer que le Dewoitine D520 n'était pas une blague, c'était une arme. Et entre de bonnes mains, cette arme pouvait tuer.
Le premier choc arriva à 4500 mètres d'altitude. Pierre Le Glohn poussa son De Wittin dans une manœuvre serrée. Son avion tournait vite, très vite. Le Messerschmitt allemand essayait de suivre. Il tournait aussi, mais il ne pouvait pas rester derrière le D520. Le pilote allemand appuyait sur son manche. Il forçait son avion à tourner plus fort, mais le De Wittin était déjà parti ailleurs, comme un danseur qui change de direction. Le pilote allemand n'en croyait pas ses yeux. Comment était-ce possible? Son Bf-109 était censé être le meilleur chasseur du monde. Les chiffres ne mentèrent pas. La vitesse maximale du De Wittin était de 535 km par heure. Le Messerschmitt pouvait voler à 570 km par heure. Seulement 35 km de différence. Ce n'était pas beaucoup, pas autant que les Allemands le pensaient. Et quand les deux avions tournaient en cercle, quand ils se battaient comme des chiens qui courent après leur queue, le De Wittin avait un avantage secret. Son rayon de virage était meilleur. À 300 km par heure, en combat tournoyant, il pouvait se placer derrière le Messerschmitt. Et derrière un avion ennemi, c'était la position parfaite pour tuer. Pierre Le Glohn alignait son nez sur le Messerschmitt. Son doigt pressait la gâchette. Le canon Hispano-Suiza de 20 mm crachait le feu. Les obus traversaient l'air comme des météores. Il touchait l'aile du Bf-109. Le métal éclatait, des morceaux volaient dans tous les sens. De la fumée blanche sortait du moteur allemand. Le pilote ennemi paniquait. Il poussait son manche vers l'avant. Son avion plongeait vers le sol. Il essayait de s'échapper. Mais il était trop tard. Le moteur toussait. Les flammes commençaient. En bas, très loin en bas, l'avion allemand s'écrasait dans un champ. Une boule de feu orange. Puis plus rien. Les jours suivants révélaient une vérité incroyable. Les semaines suivantes montraient tant des résultats que personne n'attendait. Entre le 10 mai et le 25 juin 1940, la France déploya 350 et un De Wittin des 520 au combat. Ce n'était pas beaucoup. L'Allemagne avait 1200 Messerschmitt. Mais ces 351 avions français firent quelque chose d'extraordinaire. Ils abattirent 147 avions ennemis. Confirmé, vérifié, pas des mensonges de propagande, de vrais avions allemands tombés du ciel. Et les Français perdirent 85 des Mi-520. Le calcul était simple, pour chaque De Wittin perdu, presque 2 avions ennemis tombaient. Un ratio de 1,73. Les pilotes allemands commençaient à parler entre eux. Dans leur messe, le soir, ils buvèrent de la bière. Ils fumaient, ils discutaient. Un jeune lieutenant racontait son combat de la journée. Il avait vu un De Wittin de loin. Il avait pensé que ce serait facile. Mais l'avion français avait viré soudainement. Il avait disparu de sa vue. Puis il était réapparu sur son côté. Le jeune lieutenant avait eu peur. Il avait plongé. Il s'était échappé de justesse. Les autres pilotes écoutaient. Ils hochèrent la tête. Eux aussi avaient vécu la même chose. Ce n'était plus drôle. Le De Wittin n'était pas une blague. Le canon du DC-1520 faisait des ravages terribles. Chaque obus de 20 mm était gros comme un pouce d'homme. Quand il touchait un avion, il faisait un trou énorme. Un bombardier allemand touché par une salve du canon Hispano-Suiza tombait en morceaux. Les ailes se détachaient, la queue se cassait, les pilotes de De Wittin apprenaient vite, ils tiraient en courte rafale. 3 secondes, 5 secondes, pas plus, chaque obus comptait, chaque obus tuait. Les Allemands qui survivaient racontaient des histoires terribles. Ils parlaient d'explosions dans leur cockpit, de métal qui volait partout, de camarades morts instantanément. Les pilotes de la Luftwaffe changèrent leur tactique. Plus de charge frontale. C'était trop dangereux maintenant. Ils voyaient la silhouette du D520 de loin et ils faisaient attention. Ils gardèrent leur altitude, ils gardèrent leur vitesse. Ils attaquaient seulement quand ils avaient un avantage clair. Le soleil dans le dos, la hauteur, la surprise. Sans ces avantages, ils préféraient éviter le combat. C'était nouveau, c'était humiliant, mais c'était nécessaire pour rester vivant. Un pilote allemand très célèbre s'appelait Joseph Priller. Ses amis l'appelaient Pips. À cette époque, il avait déjà 11 victoires. Il était bon, il était respecté. Le soir, dans sa chambre, il écrivait dans son journal. Ses mots étaient honnêtes. Il écrivait que le De Wittin était rapide. Il écrivait qu'il était agile. Il écrivait qu'il était mortel. Ce n'était pas l'adversaire que la Luftwaffe attendait. Ces mots étaient importants. Ils venaient d'un as, d'un homme qui savait vraiment voler, d'un homme qui ne mentait pas pour faire plaisir à ses chefs. Chaque jour apportait de nouveaux combats, chaque jour montrait la même chose. Le De Wittin pouvait se battre. Il pouvait gagner. Au-dessus des villes françaises, au-dessus des champs, au-dessus des forêts, les chasseurs français et allemands dansaient leur danse mortelle. Parfois les Allemands gagnaient, parfois les Français gagnaient, mais ce n'était plus un massacre. C'était un vrai combat, un combat égal. Les jeunes pilotes français gagnaient en confiance, ils avaient eu peur au début, peur de mourir, peur d'échouer, mais maintenant, ils savaient. Leur avion était bon, leur avion pouvait battre le Messerschmitt. Pas toujours, pas facilement, mais c'était possible.
Quand ils voyaient des Bf-109 approcher, ils ne paniquaient non plus. Ils serraient de leurs mains sur le manche, ils préparaient de leurs armes. Ils allaient au combat avec du courage dans le cœur. Dans les villages français, les gens levaient les yeux vers le ciel. Ils voyaient les traînées blanches des avions. Ils entendèrent le bruit des moteurs, le bruit des canons. Parfois, ils voyaient un avion tomber, une traînée de fumée noire, un parachute blanc qui s'ouvrait. Ou pas de parachute, juste la chute, juste la mort. Ils priaient pour que ce soit un avion allemand, souvent, c'en était un. Les pilotes français faisaient leur travail. Ils défendaient le ciel de France. Les mécaniciens travaillaient jour et nuit. Ils réparaient les D-520 endommagés. Ils nettoyaient les canons. Ils vérifiaient les moteurs. Ils comptaient les trous de balles dans les ailes. Certains avions avaient 10 trous, 20 trous. Mais ils volaient encore. Ils revenaient à la base et les mécaniciens étaient là fiers. Leur avion était solide. Il encaissait les coups. Il ramenait les pilotes vivants. Petit à petit, la vérité se répandait. Dans toute la Luftwaffe, les pilotes parlaient. Le Dewoitine, D-520, n'était pas à sous-estimer. C'était un adversaire sérieux, un adversaire dangereux. Les rires avaient tout disparu. Le respect les remplaçait. Un respect gagné dans le sang. Un respect gagné dans le feu du combat. Les Allemands gagnaient encore la guerre. Ils avançaient encore. Mais dans le ciel, au moins, les Français montraient qu'ils savaient y se battre. Le 3 juin 1940 changea tout. Ce jour-là, le soleil brillait encore sur la France mourante. La guerre continuait, les Allemands avançaient toujours. Mais dans le ciel, quelque chose d'extraordinaire allait se passer. Quelque chose qui forcerait même les pilotes les plus arrogants à ouvrir les yeux. Pierre Le Glohn décollait encore une fois dans son D-520 numéro 277. C'était devenu son avion préféré. Il connaissait chaque bruit du moteur, chaque vibration, chaque petite chose qui rendait cet avion unique. Ce matin-là, l'ennemi n'était pas allemand, c'était des Italiens. Mussolini avait déclaré la guerre à la France quelques jours plus tôt. Ses pilotes volèrent maintenant au-dessus du sud de la France. Ils pensaient que ce serait facile, ils pensaient que les Français étaient déjà battus. Ils se trompaient terriblement. Pierre Le Glohn volait vers le sud. Sa radio crépitait, des voix excitées parlaient d'avions ennemis, beaucoup d'avions ennemis. Des chasseurs Fiat CR-42 et un bombardier Fiat BR.20. Ils arrivaient en formation serrée, ils se sentaient en sécurité, ils se sentaient non forts. Pierre vit les avions italiens, ils volaient en cercle comme des oiseaux tranquilles, le bombardier au milieu, les chasseurs autour, une jolie formation. Mais Pierre n'admirait pas leur vol. Il cherchait leurs faiblesses, il cherchait comment les tuer. Il montait plus haut, le soleil derrière lui. C'était important, avec le soleil derrière, l'ennemi ne pouvait pas le voir arriver. Il plongeait maintenant. Son moteur hurlait, la vitesse augmentait, 500 km/h, 600, 700. Le vent sifflait contre son cockpit, ses mains étaient fermes sur les commandes, ses yeux fixaient le premier Fiat. Le premier chasseur italien n'eut jamais sa chance. Les obus du canon de 20 mm le frappèrent en plein centre. L'avion explosa. Des morceaux volaient partout. Le pilote n'eut même pas le temps de comprendre. Pierre passa à travers la fumée, il cherchait déjà sa prochaine cible. Le deuxième Fiat essayait de tourner. Son pilote avait vu son camarade mourir. Il paniquait, il tournait trop serré. Son avion tremblait, Pierre le suivait facilement. Son D-520 tournait mieux, toujours mieux, un autre tir, encore des obus qui volaient, encore un avion ennemi qui fumait, qui tombait, qui mourait. Les autres pilotes italiens s'éparpillaient maintenant, leur belle formation était brisée, chacun pour soi. Ils essayaient de s'échapper. Mais Pierre était partout. Son avion dansait dans le ciel. Il montait, il descendait, il tournait, il tirait. Le troisième Fiat essayait de plonger vers le sol. Mauvaise idée. Le Dépend 520 plongeait encore mieux. Pierre le rattrapa. À 830 km/h en piqué, son avion vibrait. Mais il tenait. Il restait stable. Encore un tir, encore une mort. Le bombardier était seul maintenant, gros, lent, sans défense. Pierre s'approchait par derrière. Les mitrailleurs italiens tiraient. Leurs balles passaient à côté. Pierre visait avec soin. Il appuyait sur la gâchette. Le canon crachait son feu. Le bombardier se brisait en deux. Il tombait comme une pierre. 4 avions ennemis. Un seul combat, 20 minutes de vol. Pierre Le Glohn venait d'écrire l'histoire. En 24 heures, il aurait 7 victoires confirmées. Il était maintenant un as, un vrai as. Les pilotes allemands qui observaient depuis leur base ne riaient plus du tout. Ils voyaient les rapports, ils lisaient les chiffres. Les Français n'étaient non pas des amateurs, ils n'étaient pas des cibles faciles. Ils étaient des guerriers, des tueurs. D'autres pilotes français montraient de la même chose. Un homme s'appelait René Pommier-Lairargue. Il avait le grade d'adjudant-chef. Il volait aussi sur D-520. Il avait 10 victoires à son nom, 10 avions ennemis abattus. Cet homme était intelligent. Il réfléchissait à comment voler.
Il développait des tactiques ni assez nouvelles, des façons de se battre qui utilisaient les forces du Dewoitin. Il enseignait aux jeunes pilotes, il leur montrait comment survivre, comment gagner. René savait que le combat vertical était bon pour le D520. Monter et descendre, pas tourner en rond comme avant. Le Messerschmitt montait bien. Mais le Dewoitin montait aussi, pas aussi vite, mais assez, et quand on plongeait, quand on allait vers le sol à toute vitesse, le D520 était excellent, 830 km par heure. L'avion restait contrôlable. Le pilote pouvait encore viser, encore tirer, les Allemands avaient du mal avec ça. Leurs avions tremblaient trop en piqué rapide. Ils devaient ralentir, et ralentir en combat, c'était mourir. René enseignait aussi à tirer à courte distance, très courte distance, 50 mètres, 100 mètres maximum, pas plus loin. À cette distance, impossible de rater. Chaque obus touchait, chaque obus tuait. C'était dangereux. Il fallait voler près de l'ennemi, très près. Mais ça marchait, les Allemands tombaient, les jeunes pilotes français apprenaient vite. Ils avaient de bons professeurs, ils avaient de bons avions, ils devenaient mortels. Les Allemands adaptaient leur tactique aussi. Ils changeaient leur formation, ils ne volaient plus comme avant. Maintenant, ils gardaient toujours un avion haut dans le ciel, à 6000 mètres, 7000 mètres. À cette altitude, le Bf-109 gardait son avantage. Son moteur respirait mieux dans l'air mince. Le Dewoitin souffrait plus. Son moteur perdait de la puissance. Là-haut, le Messerschmitt était le roi. Mais entre 3000 et 5000 mètres, l'altitude où la plupart des combats avaient lieu, le D-1520 était au moins égal, parfois supérieur. Les pilotes allemands commençaient à respecter leurs adversaires. Dans les messes, les conversations changeaient. Plus de vantardise, plus de rire. Maintenant, ils parlaient sérieusement. Ils parlèrent de tactique, de survie. Un vieux capitaine expliquait aux jeunes. Il disait de ne jamais sous-estimer un Dewoitin. Il disait de toujours garder sa vitesse, de toujours garder son altitude, de ne jamais se laisser entraîner dans un combat tournant à moyenne altitude. C'était du suicide. Les jeunes écoutaient. Ils voulaient en vivre. Ils voulaient rentrer chez eux après la guerre. Une vérité dérangeante s'installait dans les esprits allemands. La technologie française n'était pas mauvaise. L'avion n'était pas inférieur. Le problème était le nombre. Seulement 350 et un D-520 contre 1200 Bf-109. Les mathématiques ont été cruelles. Même avec un meilleur ratio victoire-perte, les Français perdaient. Ils n'avaient pas assez d'avions, pas assez de pilotes, pas assez de temps. Mais l'honneur était sauf. Chaque pilote français qui montait dans son cockpit le savait. Il allait peut-être mourir aujourd'hui. Mais il mourrait en se battant, en faisant mal à l'ennemi, en montrant que la France ne se rendait pas sans combat. Les mécaniciens français travaillaient comme des fous. Ils réparèrent les avions endommagés en quelques heures. Ils travaillaient la nuit sous des lampes faibles. Ils ne dormaient presque pas. Chaque avion qui pouvait revoler était important. Chaque pilote qui pouvait remonter au combat était précieux. Les pièces de rechange manquaient, l'essence manquait, les munitions manquaient. Mais ils se débrouillaient, ils trouvaient des solutions. Ils gardèrent les avions dans le ciel. Dans les villages, les civils apportèrent de la nourriture aux pilotes, du pain, du fromage, du vin. Pas grand-chose, mais fait avec amour, avec respect. Les vieilles femmes touchaient les mains des jeunes pilotes, elles les bénissaient, elles priaient pour eux. Les enfants regardèrent les avions avec des yeux grands ouverts. Ces hommes étaient des héros. Ils se battaient aussi pour la France. Ils mouraient pour la France. Même si la guerre était perdue, même si tout était fini, ils continuaient. C'était beau, c'était terrible. C'était la guerre. Le respect allemand grandissait chaque jour. Les pilotes de la Luftwaffe ne parlaient plus du Dewoitin avec mépris. Ils le pointèrent du doigt sur leur carte. Ils disaient attention. Ils enseignaient aux nouveaux pilotes. Un D-520 est dangereux. Ne le sous-estime jamais. Respecte-le, crains-le. Et si tu peux l'éviter, évite-le. Ce changement était incroyable. En quelques semaines, un avion moqué était devenu un avion craint. Les pilotes français avaient forcé leurs ennemis à ouvrir les yeux, à voir la vérité. Les machines ne gagnaient pas les guerres toutes seules. C'étaient les hommes qui les pilotaient et les hommes français savaient voler. Ils savaient se battre, ils savaient mourir avec dignité. Le 22 juin 1940, la France signa l'armistice. La guerre était finie, la France avait perdu. Les soldats posèrent leurs armes, les pilotes descendèrent de leurs avions pour la dernière fois. Beaucoup pleuraient, pas de honte, juste de la tristesse. Ils avaient fait de leur mieux, ils s'étaient battus avec courage. Mais c'était fini maintenant. Le silence tombait sur les bases aériennes. Un silence lourd, un silence triste. Les Dewoitin D-520 restaient alignés sur les pistes. Magnifiques, mortels, mais maintenant inutiles. L'histoire du D-520 ne s'arrêtait pas là. 180 avions rejoignaient le gouvernement de Vichy. C'était le nouveau gouvernement français qui collaborait avec les Allemands.
ces avions allaient continuer à voler. Certains iraient en Afrique du Nord. Là-bas, ils se battraient contre les Alliés, contre les Américains, contre les Britanniques. C'était étrange, c'était triste. Des avions qui avaient défendu la France maintenant, utilisés contre ses anciens amis. La guerre rendait tout compliqué, tout confus. Les Allemands saisissaient beaucoup de D-1520. Ils les emmenaient en Allemagne, dans leurs usines, dans leurs centres d'essai. Les ingénieurs allemands ouvraient les avions. Ils regardaient tout, le moteur, les ailes, le canon. Ils mesuraient, ils pesaient, ils testaient. Ils voulaient comprendre. Comment cet avion pouvait-il être si bon? Qu'est-ce qui le rendait si dangereux? Ils prenaient des notes, des pages et des pages de notes. Ils respectaient ce qu'ils voyaient. C'était du bon travail français, de la bonne ingénierie. Certains des C-520 capturés servaient à maintenant pour l'entraînement. Les jeunes pilotes allemands apprenaient à voler dessus. Ils apprenaient à connaître l'ennemi. C'était intelligent. Connaître l'avion ennemi pouvait sauver ta vie. L'Italie récupérait 60 D-1520. Mussolini voulait ces avions. Ses pilotes les voulaient aussi. Après ce que Pierre Le Glohn leur avait fait, ils respectaient le Dewoitine. Ils le craignaient même. Maintenant, ils pouvaient en voler dessus. Apprendre ses secrets, les avions français volaient maintenant avec des cocardes italiennes. Le monde était devenu fou. Quelques D-120 prenaient un autre chemin, un chemin plus noble. Certains pilotes refusaient de se rendre, ils refusèrent d'abandonner, ils volèrent vers l'Afrique, vers l'Angleterre, partout où on continuait à se battre. Ces avions rejoignaient les forces françaises libres. Le général de Gaulle continuait la guerre, il n'acceptait pas la défaite. Ces quelques D-120 allaient voler maintenant pour la vraie France. La France qui ne se rendait jamais. Leurs pilotes se battaient encore, toujours avec le même courage, toujours avec le même honneur. Les années passaient, la guerre continuait. Partout dans le monde, les hommes se tuaient, les villes brûlaient, les enfants mouraient. 1945 arrivait enfin. L'Allemagne perdait. Hitler était mort. Berlin tombait, les soldats allemands se rendaient, les pilotes descendaient de leurs avions. Pour eux aussi, c'était fini. Ils rentraient chez eux, vers une Allemagne détruite, vers des villes en ruine, vers des familles brisées. Beaucoup de pilotes allemands avaient survécu. Ceux qui avaient combattu en France en 1940 se souvenaient. Ils se souvenaient des Dewoitine, ils se souvenaient de ces combats dans le ciel bleu, certains écrivaient leurs mémoires, ils racontèrent leurs histoires. Ils étaient honnêtes maintenant, la guerre était finie, les mensonges n'étaient plus nécessaires. Ils pouvaient dire la vérité. Dans leurs livres, ils parlaient du D-120. Ils disaient que c'était le meilleur chasseur français de 1940. Pas des mots gentils pour faire plaisir. La vérité. Le respect gagné dans le combat. Un pilote très célèbre s'appelait Adolf Galland. Il avait 104 victoires. C'était une légende de la Luftwaffe. Un as des as, cet homme écrivait dans ses mémoires. Ses mots étaient bien à clair. Il disait que le Dewoitine était un adversaire digne. Un bon avion, piloté par de bons hommes. Puis il écrivait quelque chose d'important, quelque chose qui faisait réfléchir. Il disait que si la France avait eu 1000 D-120 de plus en mai 1940, l'histoire aurait pu être différente. 1000 avions de plus, juste 1000. Et peut-être la guerre aurait changé. Ces mots venaient d'un ennemi, d'un homme qui avait tué des Français. Mais c'était du respect. Le plus grand respect qu'un guerrier pouvait donner à un autre guerrier. Les Français avaient de bien combattu, leurs avions étaient bons, ils avaient juste manqué de nombre. Les mathématiques cruelles de la guerre, 351 contre 1200, même avec du courage, même avec de bons avions. Les nombres gagnaient toujours. D'autres pilotes allemands disaient la même chose, dans leurs interviews, dans leurs livres. Ils se souvenaient des D-120 avec respect, avec prudence même. Cet avion français leur avait fait peur. Il avait tué leurs camarades. Il avait détruit leur certitude. Avant la France, ils pensaient être invincibles. Après la France, ils savaient c'est qu'ils pouvaient s'y mourir. Cette leçon était importante. Elle avait gardé certains d'entre eux en vie pendant le reste de la guerre. La vraie leçon de cette histoire était simple mais profonde. Ce ne sont pas toujours les meilleures machines qui gagnent les guerres. Ce sont les plus nombreuses. Un bon avion contre 10 avions moyens perd, toujours. Les nombres ne mentent pas. La France avait construit un excellent chasseur. Elle l'avait construit trop tard, en trop petit nombre. Si les usines avaient commencé en 1937 au lieu de 1939, tout aurait changé. Si la France avait eu 2000 des 1520 en mai 1940, la Luftwaffe aurait souffert. Beaucoup souffert, peut-être trop pour continuer. Mais l'histoire ne se refait pas. On ne peut pas revenir en arrière, on peut seulement apprendre, se souvenir, honorer. Les pilotes français du D-120 avaient fait quelque chose d'important. Ils avaient défendu l'honneur de leur nation. Dans les moments les plus noirs, quand tout était perdu, quand la défaite était certaine, ils continuaient à monter dans leur cockpit
Ils continuaient à voler, à se battre, à mourir, pas pour gagner. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas gagner. Mais pour montrer que la France ne se rendait pas sans combat. Pendant 45 jours, ces hommes avaient volé. Ils avaient abattu 147 avions ennemis. Ils avaient forcé la Luftwaffe à changer ses tactiques. Ils avaient transformé les rires allemands en silence respectueux. Dans les cieux de France, un chasseur sous-estimé avait prouvé sa valeur. Il avait montré que le courage compte, que la compétence compte, que même face à des nombres impossibles, on peut se battre avec dignité. Les années suivantes, les vieux pilotes se retrouvaient, français et allemands, dans des cérémonies, dans des musées. Ils se serraient de la main. Ils buvaient ensemble, ils parlaient de ces jours anciens, de ces combats dans le ciel. Ils ne se détestaient de plus, la guerre était finie depuis longtemps. Ils étaient juste de vieux hommes maintenant, de vieux hommes qui se souvenaient, qui avaient survécu, qui respectèrent le courage de l'autre. Un vieux pilote allemand regardait un D-620 dans un musée. L'avion était restauré, il brillait comme neuf. Le vieil homme touchait l'aile avec sa main ridée. Il se souvenait d'avoir eu peur de cet avion, il se souvenait de camarades morts. Il hochait la tête lentement. C'était un bon avion, murmurait-il. Un très bon avion. À côté de lui, un vieux pilote français souriait. Il avait volé sur des Mi-520. Il avait survécu. Il était fier de son avion, fier de ce qu'il avait fait. Même dans la défaite, l'honneur restait. La leçon du Dewoitin, D-120, reste vraie aujourd'hui. Elle sera toujours vraie. Dans n'importe quelle guerre, dans n'importe quel conflit. Ce ne sont pas les meilleures armes qui gagnent, ce sont les plus nombreuses. Mais le courage compte aussi. La compétence compte, et même quand tu perds, comment tu te bats définit qui tu es. Les pilotes français de 1940 ont perdu la guerre, mais ils n'ont pas perdu leur honneur, ils n'ont pas perdu le respect de leurs ennemis. Et des décennies plus tard, on se souvient encore d'eux. On se souvient de leur D-520, on se souvient qu'ils ont fait trembler la Luftwaffe invincible. C'est leur véritable victoire, une victoire qui ne meurt jamais.